À l'occasion d'une interview captivante avec Robin Desgrands, le tout nouveau directeur du Plan Bleu, nous avons l'opportunité unique d'explorer ses visions inspirantes sur la durabilité environnementale et les initiatives en cours. Monsieur Desgrands, qui a récemment pris ses fonctions, possède une riche expérience dans le domaine de développement durable. Sa vision audacieuse et son expertise promettent de faire avancer les initiatives essentielles pour notre planète. Voici son interview spéciale sur l'écran de Cosmos Média. Nous, Plan Bleu, participants du programme d'action Méditerranée du PNUE, du programme d'action pour l'environnement des Nations Unies, on est à l'interface de la science et de la politique. Donc on transmet des informations en les vulgarisant venant de la science, et puis on les transmet vers le politique. Le politique, c'est les décideurs. On travaille pour les États méditerranéens, mais le politique, c'est aussi les citoyens, ceux qui votent. Et pour toucher les citoyens, il faut passer par les médias. C'est par définition votre fonction, et elle est importante. Et dans le champ de l'environnement, on est un peu au-delà, j'allais dire, de la culture générale. Il faut rentrer un peu parfois dans les détails. Le cycle de l'eau, ça s'invente pas. La forêt, sa croissance, le problème de l'acidification des océans. C'est des sujets qui sont très concrets, mais assez techniques. Donc il y a cette nécessité de vulgariser et de rendre accessibles des choses qui pour les gens ne sont pas forcément dans leur quotidien, mais qui en fait touchent à leur existence même. Alors c'est amusant, Mavroka, parce que tu parles du Grand Bleu. Et en fait, moi, je suis directeur du Plan Bleu. Mais le Plan Bleu est Plan Bleu parce qu'il s'occupe de la Grande Bleue. La Grande Bleue, c'est le surnom de la Méditerranée. Le Grand Bleu, c'est le surnom de l'Atlantique. Donc sur la Grande Bleue, on est en Méditerranée. Et le Plan Bleu a été fondé au lendemain de la Convention de Barcelone en 1976 pour être un organe de planification écologique et de développement durable de la Grande Bleue et plus généralement du monde méditerranéen. Alors pourquoi c'est important ? C'est important parce qu'autour du bassin méditerranéen, il y a 21 États. Et ces 21 États, potentiellement, ils font des choses, mais quelle coordination ? Donc l'idée de ce plan bleu pour le programme des Nations Unies pour l'environnement, ça a été d'essayer de coordonner tout cela, de faire des études, de comprendre les phénomènes, de se projeter dans l'avenir et d'essayer de définir ensemble ce qu'on appelle une stratégie méditerranéenne de développement durable. On en est à la 3e édition, on est dedans, là maintenant, avec nos collègues d'Athènes et tous les collègues qui travaillent avec nous. Et l'idée, c'est de définir pour la période 2026-2035 des grandes lignes d'action, de façon à ce que chacun travaille, j'allais dire, dans son état, dans sa collectivité, mais en travaillant ensemble à l'échelle du bassin, parce qu'on a tous la même grande bleue en partage, Mare Nostrum. Il y a des tendances et puis il y a des scénarios possibles d'évolution, mais les tendances, ils se fondent sur une observation de ce qu'on voit sur le terrain, sur les enjeux actuels. L'enjeu majeur, et ça, c'est relativement nouveau. On le souligne beaucoup dans le rapport MED 50, comme on l'avait déjà souligné dans un rapport de 2020 qui s'appelait le rapport sur l'état et le développement de la Méditerranée. C'est nouveau vraiment, c'est l'importance du changement climatique au sens du dérèglement climatique en Méditerranée. Il y a 50 ans, au moment de la Convention de Barcelone, les problématiques de la Grande Bleue, c'était beaucoup les pollutions. Les pollutions de l'air, les pollutions de l'eau, c'était beaucoup l'urbanisation, c'était beaucoup la dégradation des milieux par la surpêche, par exemple. Quelque chose de nouveau maintenant, c'est l'accélération du réchauffement climatique. On a une rupture de pente au niveau de la température, à peu près au début des années 2000, et on voit très bien le rythme d'augmentation de la température qui s'accélère. Et globalement, c'est juste à l'échelle du monde, la Grande Bleue, la Méditerranée, se réchauffe 20% plus vite que le reste du monde. Et la perspective, parce que finalement, on sait assez bien projeter les tendances, parce que les gaz à effet de serre sont très inertes, donc ils vont rester très longtemps dans l'atmosphère. Un CO2, ça a une molécule de CO2, ça a une durée de vie de 100 ans. D'ici la fin du siècle, en Méditerranée, on devrait être entre plus 4, plus 5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, 1850-1900. À l'échelle monde, c'est plutôt plus 3, plus 4. Donc on est 1 degré au-dessus, partant déjà d'un niveau relativement élevé de température. Donc ça, c'est vraiment nouveau. Ça touche la terre, ça touche la mer.
On parle beaucoup du réchauffement de l'air, mais il y a aussi le réchauffement de l'eau. Donc ça, c'est une tendance nouvelle. Les autres tendances demeurent. La pollution au plastique, elle est toujours croissante, au bassin nord, au bassin sud. Les questions de pollution, elles sont de plus en plus limitées. Il y a des efforts qui sont faits sur le plan technologique notamment, mais il y a toujours des pollutions marines importantes. Des pollutions de l'air marin, des pollutions au soufre, des pollutions au nitrate. Donc il y a toujours le facteur pollution. La biodiversité, elle est impactée par le changement climatique, mais c'est pas le seul impact. La biodiversité, elle est impactée par la surexploitation des ressources, la surpêche parfois, la déforestation à cause de l'urbanisation. Ça, c'est pas du tout lié au changement climatique, c'est un autre facteur. Voilà, donc tous les facteurs de la Convention de Barcelone demeurent, mais il y en a un en plus, c'est le changement climatique. Et ça va vite. Et ça aggrave tout. Parce que plus il fait chaud, moins il y a d'eau liquide, plus les concentrations de pollution sont fortes. Voilà. Plus il fait chaud, plus les écosystèmes, les espèces, elles sont touchées par la chaleur. Un épi de blé, il est sensible au stress hydrique, moins il a d'eau, moins il pousse, il est sensible à l'échauffement, simplement l'échauffement de l'épi de blé. Donc ça a des conséquences sur la biodiversité, comme on dit, mais concrètement sur le vivant, et le vivant qu'on mange. Et donc ça se transmet dans la chaîne alimentaire. Et ça devient un problème d'insécurité alimentaire. On parle plus de sécurité alimentaire sur la Grande Bleue, on parle d'insécurité alimentaire. Donc là, c'est un sujet clé pour nous, pour la FAO aussi, de savoir gérer ce qu'on appelle l'objectif de développement durable numéro 2, l'agriculture et l'alimentation. L'agriculture et l'alimentation, la foresterie, la pêche, l'aquaculture sont en danger sur le pourtour méditerranéen. Quelques mots d'introduction pour dire que la gouvernance, si je puis dire, elle est compliquée sur la Méditerranée, parce qu'il y a des États qui sont en guerre entre eux, et il y a des États qui sont en guerre en eux, des guerres civiles. Donc on a une partie de la Méditerranée qui est un champ de ruines, en réalité. Et là, il ne faut pas se raconter d'histoire, on ne va pas travailler pour l'environnement et le développement durable, c'est la vie des gens qui est en jeu, la vie des gens concrètement. Donc ça, c'est une difficulté qu'on a en Méditerranée, surtout en Méditerranée orientale. Malgré tout, nous, Plan Bleu, au sein du plan d'action Méditerranée, de la Méditerranée PNUE, on est depuis que la Convention Barcelone existe, une enceinte de concertation, où tous les 2 ans, tout le monde se retrouve. Donc on arrive quand même autour de la thématique environnementale à faire du lien, parce qu'elle est évidemment commune, cette thématique environnementale. On ne parle pas de son économie, on ne parle pas de sa société, on ne parle pas de l'immigration, on parle de l'environnement. L'environnement, c'est pour tout le monde. Donc on est encore une enceinte de dialogue, où tous, j'allais dire, les acteurs, tous les États arrivent à se parler. Donc ça, c'est plutôt un élément d'espoir. Sur notre rôle dans la gouvernance. Mais il ne faut pas se raconter d'histoire, je le répète, quand un État est en guerre, en général, les questions environnementales arrivent très 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 loin dans ses priorités. Sans parler de la guerre, quand des grandes crises économiques frappent les pays, et le bassin méditerranéen a été frappé comme beaucoup d'autres États et d'autres régions du monde par la crise économique liée au renchérissement du coût de l'énergie, l'inflation, les gens, ils regardent d'abord leur porte-monnaie. Si je puis dire, c'est la fin du mois versus la fin du monde. Et le fait d'être obsédé par la fin du mois gêne la vision de la fin du monde. Donc on a un problème parfois politique, des problèmes parfois économiques, mais une enceinte de dialogue qui fonctionne pour adresser les nouveaux points, et en particulier celui du changement climatique. Moi, je ne veux pas non plus jeter l'anathème et pointer du doigt tel ou tel pays, mais tous les pays où il y a la guerre, tous les pays où il y a guerre, on ne peut pas travailler et on n'y va pas. Déjà pour une raison simple de sécurité. Moi, j'aime les questions d'environnement, de développement durable, mais en tant que directeur, je ne vais pas envoyer mes chargés de mission dans des pays qui sont sous les bombes. Et donc tous les pays qui sont sous les bombes, tous les pays qui sont sous le coup de guerre civile, on ne travaille pas avec eux. Malheureusement, la guerre civile a repris en Syrie. Malheureusement, on sait la situation en Palestine. Malheureusement, on sait la Libye, malgré tout, a trouvé une forme d'équilibre, mais ça reste un État fragile. Malheureusement aussi, on sait qu'il y a des tensions en Méditerranée occidentale entre certains grands États maghrébins qui peut-être pourraient mieux travailler ensemble, qui pour l'instant s'opposent sur des rivalités frontalières qui sont le produit de l'histoire. Et tout ça nous gêne. Mais il y a quelques États sur lesquels on peut travailler, qui sont relativement stables et qui ont envie de travailler. La Tunisie en est un, le Maroc également, l'Égypte dans une certaine mesure, la Turquie.
qui va quand même beaucoup de l'avant sur ces questions environnementales. Donc on fait ce que j'appelle du bilatéralisme pragmatique, et nous, Nations Unies, on essaye de travailler avec les gens de bonne volonté qui veulent travailler, qui peuvent travailler, c'est-à-dire qui ont l'intelligence collective de le faire. Le Maroc, la Tunisie, de ce point de vue-là, c'est très intéressant parce que on a une masse critique de chercheurs, d'ingénieurs, de médias qui sont intéressés. Donc on a un ancrage humain positif. Et puis après, ça suffit pas d'avoir la volonté, la connaissance ou l'intelligence de faire. Il faut aussi les moyens financiers de faire. Ça, c'est un gros facteur limitant. On peut y revenir, qui bloque beaucoup les négociations internationales, hein, que ce soit sur la COP climat ou la COP biodiversité ou la COP sur la lutte contre la désertification, dont on parle moins. On est un petit peu en facteur limitant de avec quels moyens, parce que ça coûte cher la transition écologique, mais c'est nécessaire. Donc on est face au changement climatique et il faut adresser l'adaptation maintenant qu'une urgence. Ça touche tous les compartiments de la vie, hein, si je puis dire. Le premier, parce que quand même la vie elle est dépendante de l'eau, c'est l'eau. Donc le grand cycle de l'eau est perturbé par le changement climatique. Il y a une loi physique qui s'appelle la loi de Clausius-Clapeyron qui dit que plus on augmente la température, et ben plus on évapore de l'eau, mais il le quantifie, et plus vous évaporez de l'eau, moins vous avez d'eau liquide. Donc il faut gérer ce grand cycle de l'eau en essayant d'économiser l'eau, en essayant peut-être parfois de retrouver des nouvelles ressources en eau. Ces nouvelles ressources en eau, ça peut être les eaux, ce qu'on appelle non conventionnelles, la réutilisation de l'eau sale, la désalinisation de l'eau de mer, et parfois aussi la production d'eau par condensation. Donc, de nouvelles ressources en eau, économiser sur l'eau qu'on a à disposition, et essayer, et ça c'est un peu subtil, étant moi-même d'origine ingénieur des eaux et forêts, de préserver le couvert forestier. Parce que le couvert forestier, en zone méditerranéenne comme ailleurs, par le fait de l'évapotranspiration, en fait, il génère des masses d'eau, et il les fixe là où il est. Donc là où vous avez la forêt, j'allais dire, précède la pluie. Par contre, là où vous coupez la forêt, vous avez une source d'évapotranspiration, une espèce de climatisation naturelle, si on peut dire, qui s'assèche. Et là, vous êtes dans une construction qui va vers la désertification. Il y a une relation très forte entre forêt, désertification et eau. Donc, premier point, l'eau. Et lié à la forêt, la préservation du couvert forestier ou la reforestation. Eau et forêt. Premier point. Deuxième point, mais il y en a d'autres, mais je vais à l'essentiel, il y a l'agriculture. Donc l'agriculture, il faut essayer de préserver des modèles de développement agricole, peut-être de les faire évoluer, en préservant cette ressource en eau, en essayant d'avoir aussi des systèmes sur le plan de la technologie qui permettent une irrigation performante. Plus de goutte à goutte et moins d'arrosage, si je puis dire. Donc là, il y a quelque chose d'assez fin à faire sur le plan, on va dire, technologique sur l'agriculture. Ensuite, une fois qu'on a bu et qu'on a mangé, on vit en général. Et les populations méditerranéennes sont en général des populations urbaines, très généralement. La population rurale demeure, mais on est plutôt dans un phénomène d'urbanisation méditerranéenne. Et donc là, il faut adapter la ville au changement climatique. Ça veut dire très concrètement, nous on se fait un peu les chantres des solutions fondées sur la nature, essayer de mettre des îlots de fraîcheur urbaine pour lutter contre les îlots de chaleur urbaine, donc remettre de la nature en ville, remettre des zones humides, remettre des forêts, mais là dans une logique de construire de l'ombre, de construire de la fraîcheur en ville. Ça c'est très important. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi repenser les déplacements en ville. Parce que le déplacement carboné à la voiture, c'est pas une solution d'avenir, si je puis dire, mais c'est une évolution très courante en réalité. Donc, essayer de penser des mobilités collectives ou douces, mais surtout collectives. Donc là, il y a des projets de développement, d'urbanisation qui permettent de repenser la ville avec un tram, avec un métro, avec des systèmes qui soient moins, j'allais dire, énergivores, plus agréables aussi à vivre, parce que souvent ils sont climatisés. L'été, ça compte. Et puis qui permettent de sortir de la dépendance à la voiture. Et puis il y a le tourisme, mais c'est une activité économique importante, mais qui en fait est dépendant de la qualité de vie et donc de la qualité de la ville. Autant sur les États, parfois on a des difficultés de travailler avec des États, c'est quand même fondamental. J'allais dire,
nos usagers, nos clients naturels, puisqu'on est une organisation internationale, on respecte la souveraineté des États. Mais sur le terrain, on travaille avec des collectivités territoriales ou des services déconcentrés de l'État. L'État, il peut être aussi sur le terrain, avec des préfets, avec des WILAD qui administrent, si on peut dire, mais aussi des collectivités, des élus. Eh ben, on essaye de travailler au nord comme au sud. Au nord, par exemple, là, on a un partenariat particulier qui se monte avec la ville métropole de Nice. On a des élus très mobilisés qui voient bien l'enjeu du changement climatique. Depuis les montagnes d'Isola 2000, dans les Alpes-Maritimes, jusque sur la promenade des Anglais, il y a une cascade de conséquences du changement climatique. On va travailler avec eux pour l'adaptation, j'allais dire, de leur modèle de développement et de leur ville à ces enjeux de demain à +3, +4 degrés. Donc là, on travaille et on commence à travailler beaucoup avec la ville métropole de Nice. On travaille aussi au sud. Là, on sort d'une coopération de 3 ou 4 ans sur la zone géographique méditerranéenne du Maroc, la zone El Hoceima, Tétouan, Tanger. Et là, on a travaillé avec eux, avec des collègues aussi croates, sur leur stratégie d'aménagement des zones côtières pour parer justement à la conséquence du changement climatique qui est l'augmentation aussi du trait de côte. Et donc, ça génère des problèmes d'érosion littorale. Donc voilà, au sud comme au nord, là où il y a une volonté d'agir, de l'intelligence et des moyens, on avance. On ne fait pas tout, nous, au Plan Bleu. Au sein du plan d'action Méditerranée du Programme des Nations Unies pour l'environnement, on travaille sous l'autorité d'une unité de coordination qui se situe à Athènes et qui, en fait, gère des centres d'expertise des Nations Unies. Nous, on est le centre le plus généraliste. Mais vous avez des centres qui sont spécialisés sur les questions de pollution maritime, liées au transport maritime notamment, ou d'accidents maritimes. Vous avez ce qu'on appelle Medpol, qui est un centre d'activité qui se situe à Athènes. Vous avez le RAMPEC, qui est un centre d'activité qui se situe à Malte. Donc là, c'est les centres qui sont spécialisés sur les pollution maritime. Nous, on travaille plutôt Plan Bleu en accompagnement pour essayer de préserver la biodiversité maritime. Donc on travaille beaucoup avec nos collègues de Tunis. Il y a aussi un centre d'expertise à Tunis, dirigé par mon ami Elias Hamza, qu'on appelle le SPARA, qui travaille sur les aires protégées. Donc là, on travaille avec eux pour essayer de promouvoir la protection d'aires marines. Là, on renvoie à un droit international émergent, si on peut dire, qui vise pour 2030 à essayer de protéger partout dans le monde, sur terre et en mer, 30% de la surface maritime en aire marine protégée d'ici 2030. C'est le 30-30, 30-30. Donc là, on est sur ce travail-là, sachant qu'en Méditerranée, c'est un paradoxe. C'est une mer d'une très grande richesse biologique, sur le plan de la faune et de la flore, mais c'est une mer qui n'est pas plus protégée qu'ailleurs. On est à peu près à 9% de la surface de la Méditerranée qui est en aire marine protégée. Donc l'idée, c'est de remonter au moins à l'objectif international, sachant que la mer Méditerranée est exceptionnelle. C'est pas la mer moyenne, c'est une mer exceptionnelle, parce qu'elle a une flore, une faune endémique. Alors l'idée, et ça va donner lieu prochainement à une publication que je vous communiquerai début janvier, qu'on fait avec l'Institut océanographique de Monaco, son directeur général, Robert Calcagno. L'idée, c'est d'essayer d'aller plus loin en Méditerranée, d'arriver aux 30, comme tout le monde, si je puis dire, c'est la règle, et d'aller plus loin en limitant les émissions de soufre, ce qu'on appelle les zones SECA, en contrôlant les émissions soufrées, qui sont facteurs de pollution atmosphérique. Dans les ports, les gens ressentent ça. Les pollutions au nitrate, c'est les zones NECA, c'est encore une autre zone de pollution. Et puis, on a une autre idée là, que je pousse, c'est d'essayer aussi de faire de la Méditerranée une sorte de sanctuaire, où, par exemple, pour être très concret, les navires vont un peu moins vite qu'ailleurs. Parce que vous savez qu'en Méditerranée, vous avez une faune particulière, c'est les grands mammifères marins, c'est les dauphins pour faire court, mais pas que, les cétacés d'une façon générale. Et un problème pour les cétacés, c'est les percussions avec les navires. Donc on a ce problème. Ce problème, pour l'adresser, en fait, il faut réduire la vitesse. D'une certaine façon, la contrainte environnementale en Méditerranée devient telle que pour la préserver, il faut ralentir le temps. Et ralentir le temps, très concrètement, ça veut dire ralentir potentiellement la vitesse des bateaux. Et ça, c'est un travail qu'on peut faire aussi au sein de l'Organisation mondiale des transports maritimes, l'OMI, dont le siège est à Londres, qui travaille avec nous sur ces questions-là de réduire le temps en Méditerranée, prendre plus de temps et en profiter d'autant plus.
Là, en Tunisie, en ce moment, à part qu'on accompagne Sparac dans ses travaux d'aire marine protégée, on n'a pas de grands projets en cours avec la Tunisie. Et c'est dommage. Je sais par ailleurs qu'en Tunisie, vous avez des problèmes, comme souvent et partout sur le bassin méditerranéen, de pollution, notamment dans le golfe de Gabès. Qui est quand même un hotspot de la pollution. Là, on ne parle pas de changement climatique, on parle de pollution industrielle, si je puis dire. Donc là, j'imagine que des choses se font pour essayer de réguler ces pollutions. On aurait envie, mais ça touche la Tunisie comme tout le Maghreb, surtout le Maghreb au sens Tunisie, Algérie, Maroc, de travailler, mais ça c'est à venir, sur la question forestière. Préserver la forêt, non seulement la préserver telle qu'elle est, mais la préserver de façon dynamique, de faire en sorte que les essences forestières soient adaptées à l'augmentation de la température. Donc là, on a un grand projet émergent, sans doute qui sera financé par le Fonds mondial pour l'environnement et le plan d'action de la Méditerranée, évidemment, du PNUE, d'essayer d'avoir une conservation dynamique des écosystèmes forestiers et de mettre des arbres qui seront demain, c'est-à-dire à la fin du siècle, capables de supporter plus 3 ou plus 4 degrés. C'est ce que j'appelle la conservation dynamique. Parce que si on ne fait que conserver la forêt, ce qui n'est pas déjà évident, puisqu'il y a de l'urbanisation, il y a du défrichement, cette forêt-là, ses essences ne sont pas adaptées à la température de la fin du siècle. Et ça se matérialise assez bien par les incendies de forêt. Les incendies de forêt sont une illustration de la crise de l'adaptation des écosystèmes forestiers au changement climatique. On en aura forcément de plus en plus. Et donc ça va encore détruire l'écosystème forestier, ça va encore faire des émissions de carbone. Donc là, on est perdant-perdant. Donc il faut reprendre la main et remettre une forêt qui soit résiliente. Dans le cadre du rapport MED 2050, les prospectives de la Méditerranée 2050, qui va sortir en janvier, avec lesquels on a beaucoup travaillé, en particulier 2 auteurs majeurs, Jacques Tess et Denis Lacroix, qui sont 2 grands prospectivistes français, on a vu un peu les champs du possible. Il y a le champ du meilleur, il y a le champ du, comme aujourd'hui, il y a le champ du pire. Dans le champ du pire, j'y reviens, c'est les multiplications des conflits, des guerres entre les États, des guerres dans les États. Parce que forcément, non seulement ça va tuer des hommes et des femmes, mais ça va aussi dégrader des milieux et ça va empêcher de se concentrer sur l'avenir et sur le développement durable. Le scénario du pire, c'est le scénario actuel, accentué, avec encore plus de tensions, plus de conflits. Et de plus en plus de conflits qui seront liés au fait aussi qu'il y a un conflit sur la ressource. Parce que comme la ressource se fait rare, notamment en eau, vous aurez de plus en plus de conflits liés à l'eau. D'ailleurs, certains conflits de la Méditerranée sont liés à une captation de l'eau. Beaucoup en partie orientale de la Méditerranée. Donc ça, c'est le scénario du pire, et c'est pas un scénario improbable. C'est un scénario qui se réalise en réalité. Bon, après, vous avez les scénarios un peu, j'allais dire, intermédiaires, qui, grâce à la technologie, nous permettront peut-être d'éviter que la situation ne se dégrade de trop. Mais la technologie, elle a quand même un peu ses limites. Quand l'eau s'évapore, même si on désalinise, il faut quand même trouver à changer de comportement pour être plus économe en eau. Donc il faut parier sur la technologie en partie, mais aussi faire changer les comportements des acteurs aussi. Le scénario du meilleur, pour conclure sur un point, j'allais dire positif, ça serait de dire tous ensemble méditerranéens, dans le cadre par exemple du programme des Nations Unies pour l'environnement, de la Convention de Barcelone, mais plus généralement, essayons de mieux travailler ensemble, de moins nous faire la guerre, de mieux gérer nos ressources de plus en plus rares et d'essayer de trouver des financements européens par exemple, mais aussi des remontées d'expérience du Sud qui a une longueur d'avance, si je puis dire, dans le réchauffement climatique. Ça, c'est le scénario du meilleur, c'est le scénario de l'unité. Mais ce n'est pas le scénario le plus probable actuellement. Mais on peut y croire peut-être d'abord en Méditerranée occidentale, pour être simple et aller à l'essentiel de ce qui semble possible, d'unifier la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, pour qu'ils travaillent mieux ensemble avec l'Espagne, l'Italie, la France, la Grèce, et puis qu'on essaye de faire une sorte de mini-marché commun, de mini-communauté euro-méditerranéenne. Ça, ce serait l'avenir, et ça serait positif pour tout le monde. Le chemin sera long. Je pense qu'on y arrivera, mais le chemin sera long. Nous, on est effectivement des lanceurs d'alerte. On observe, on étudie, on projette et on voit les tendances. Et oui, alerte rouge sur la grande bleue.
D'ailleurs, je vais écrire sur ce thème-là, j'écris déjà beaucoup sur ce thème-là, et la nouvelle stratégie méditerranéenne de développement durable, elle pourrait être sous-titrée Alerte rouge sur la Grande Bleue, sauf que c'est un document des Nations Unies, donc on va dire qu'il est grand temps de s'adapter. Mais globalement, oui, tout le monde est parfaitement au courant des enjeux. Après, il faut que tout le monde, collectivement, les adresse de façon, j'allais dire, un peu synchrone, et avec les bons moyens humains, intellectuels et financiers. Donc oui, on est lanceur d'alerte, oui, on voit la difficulté. On voit la difficulté et on est servi par l'actualité. Il y a, je sais pas, en octobre 2023, en Libye, vous aviez des torrents de boue qui ont enseveli des villes entières côtières libyennes. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Cette fois-ci, c'était en novembre. C'est Valence, l'Espagne, où là, vous avez plus de 200 morts et une ville ravagée par des torrents de boue qui viennent de la montagne, qui passent à la Méditerranée. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'eau, elle se refroidit, elle tombe, et elle tombe de manière très abondante et en peu de temps, et donc ça emporte les villes. Donc le nord, le sud, on voit les incendies, un coup c'est la Grèce, un coup c'est l'Algérie. Donc ça tourne. On est servi par cette actualité-là, mais c'est une actualité qui est encore perçue, je crois, par les acteurs comme quelque chose de fragmentaire. Un coup, c'est l'Espagne, mais l'année d'après, c'est l'Algérie ou la Tunisie. C'est pas globalement la catastrophe en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la prise de conscience d'un problème commun. Ce qui fait qu'il y a un facteur d'oubli. Moi, j'étais il y a 3 semaines à Almeria, en Espagne, donc pas très loin de Valencia, pour parler de tourisme durable. J'ai pratiquement pas entendu le mot Valencia. C'est moi qui ai dû l'introduire dans mon propos en disant mais il est grand temps d'agir parce que demain ça peut se passer aussi à Almeria, ce qui s'est passé à Valencia, d'une autre forme parce que le contexte géomorphologique est différent. Donc je pense que les acteurs voient le problème mais n'ont pas encore pris pleinement conscience de son importance et par le fait qu'on n'est qu'au début de l'évolution. Le changement climatique, le réchauffement climatique, aujourd'hui, on est à plus 1,5 par rapport au pré-industriel. À la fin du siècle, on sera à plus 4. Donc là, je pense qu'il y a encore un effort de compréhension de ce que ça va impacter. Alors, en Tunisie notamment, Tunisie étant pas le pays qui pose le plus de problèmes en réalité sur le bassin méditerranéen. Il y a 2 niveaux de réponse à votre question. Brutalement, spontanément, j'aurais tendance à vous dire, on peut rien faire. On n'est pas le Conseil de sécurité des Nations Unies. On n'est pas, et même si on l'était d'ailleurs, on aurait sans doute certains déboires sur le bassin méditerranéen en ce moment à faire entendre une voix des Nations Unies. Mais pour le coup, nous, notre métier, c'est l'environnement, le développement durable. Donc en première ligne, nous, on n'est pas gardiens de la sécurité des peuples méditerranéens. Mais en deuxième ligne, j'aurais tendance à dire que ce qu'on dit, c'est unissez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Arrêtez, en tout cas déjà de vous diviser avant qu'il ne soit trop tard. Et après, unissez-vous pour adresser des points qui seront des points de changement climatique qui toucheront les Israéliens, les Palestiniens, les Syriens du Nord, les Syriens du Sud, les Libyens de l'Est, les Libyens de l'Ouest, les Marocains, les Algériens. Vous êtes tous frères et sœurs de Méditerranée. Et si vous ne vous réveillez pas très vite, si vous vous réveillez pas très vite, comme disait Martin Luther King, à force de vous désentendre ou de vous maîtriser comme des ennemis et de ne pas vous entendre comme des frères, vous mourrez comme des idiots. Tous. Et c'est ça qu'on peut leur dire. Est-ce qu'ils l'entendent? Je ne suis pas sûr. Mais je l'espère. Alors, l'UNOC 3, le 3e sommet, l'UNOC 3, le 3e sommet mondial des Nations Unies sur les océans, qui se tient à Nice en juin prochain, il va parler des océans en général. La focale va être assez large. On va du Pacifique à l'Atlantique en passant par l'océan Indien et on aura une journée et un pavillon dédié à la Méditerranée qu'on appellera le MED-D. Donc là, on est vraiment dans une vision grand angle. Un des enjeux majeurs de cette conférence-là, en fait, c'est la ratification qu'on espère opérationnelle pour ce moment-là du traité dit BBNJ, Protection Biodiversity Beyond National Jurisdiction. Ça veut dire essayer de faire que dans la haute mer ne soit plus un espace de non-droit. Puisque vous savez qu'il y a les eaux territoriales soumises à la législation des États, les zones économiques exclusives qui sont encore sous dépendance des États jusqu'au plateau continental pratiquement, on est à 200 000 marins, et au-delà,
chacun fait ce qu'il veut. Et donc là, il y a un enjeu pour tous les océans, mais j'allais dire d'abord peut-être sur le Pacifique, l'Indien, l'Atlantique. La Méditerranée, elle va être dans le scope de ce sommet, mais c'est pas une mer où il y a beaucoup de mers internationales. C'est une mer assez fermée en réalité. Et donc c'est une mer, en termes de droit de la mer, qui est très particulière, parce qu'en fait, elle est régie par plein de conventions entre les États, sur la mer Égée, sur le golfe de Gabès, sur la mer d'Alboran. Donc c'est une mer qui est très particulière sur le plan juridique. Mais elle est emportée par un flot de dire qu'il faut faire plus attention à la biodiversité. Donc le deuxième objectif, vraiment pour la Méditerranée, ça serait d'avancer sur la protection des aires marines protégées, de faire en sorte que la Méditerranée soit un petit peu, j'allais dire, en avance par rapport au reste du monde, en tout cas au moins dans la moyenne, et faire un peu au-delà, c'est ce que je disais tout à l'heure, en essayant peut-être de ralentir le temps en Méditerranée pour éviter qu'il ne s'emballe. Voilà, ça c'est un objectif particulier. Mais vraiment, l'UNOC 3 à Nice, on a une vision mondiale de l'océan. Donc c'est un peu différent des enjeux particuliers de la Méditerranée. L'économie circulaire, ce qui donne lieu à un objectif de développement durable particulier, de l'agenda 2015-2030 des Nations Unies, l'objectif 12, elle est importante à plus d'un titre, parce que en Méditerranée en particulier, on a des problèmes de pollution plastique, pas que, mais surtout plastique. Et le plastique, on en consomme beaucoup, on le recycle peu, et donc il s'accumule dans les rues, dans les dunes, et on a des stocks de plastique qui sont épouvantables, qui vont commencer à se dégrader, mais il faut 400 ans pour que le plastique se dégrade, qui vont donner des micro-plastiques qui vont rentrer dans la chaîne alimentaire. Donc là, on a un souci, j'allais dire, sur la matière. Et donc, il faut essayer d'éco-concevoir des produits de façon à ce qu'on puisse les réutiliser, et en tout cas, sous forme matière ou sous forme énergétique, en les brûlant, qui ne reviennent pas dans la nature, j'allais dire, comme des détritus. C'est un gros sujet. Et en plus, il est visible. Et puis, il y a l'invisible, c'est les microplastiques qui rentrent dans la chaîne alimentaire avec des poissons qui sont infestés de microplastiques et qu'on ingère. Donc, il y a la question de, j'allais dire, l'économie circulaire matière. Il y a la question de l'économie circulaire eau. Ça, c'est peut-être le plus intéressant en Méditerranée. C'est moins visible, mais c'est dramatiquement important. Donc, l'idée, c'est que l'eau, de plus en plus précieuse, un petit peu dans ce cycle de l'infini, eh bien, on la réutilise. C'est la question de la réutilisation de l'eau, la réhute. Ça, c'est un enjeu de l'économie circulaire sur l'eau. Et ça, pour le coup, je pense que la question du plastique, elle vaut partout dans le monde. Elle vaut beaucoup en Asie ou en Amérique du Sud, pas qu'en Méditerranée. Mais la question de l'eau en Méditerranée, elle est centrale. Donc la question du bon usage de l'eau, de sa réutilisation, de son recyclage, à mon avis, c'est la question clé méditerranéenne.